Nous allons commencer cet après-midi. Tout d'abord, je voudrais excuser le professeur Conreich, qui fait partie, qui est un membre du comité de pilotage de la chaire transition, qui est aussi absent pour des raisons de santé comme le professeur Delven. Mais nous allons donc commencer cet après-midi qui promet d'être passionnante sur un trajet de transition, cette fois-ci d'un vécu d'une maman, d'une jeune qui a souffert de troubles du comportement alimentaire et qui est passée d'un service infanto-juvénile, qui a expérimenté aussi le passage infanto-juvénile adulte. Et c'est le professeur Delay qui va accompagner cette maman. Merci beaucoup Hélène. Alors, on est juste en postprandial, donc c'est bien parce que comme ça on n'a pas faim, on peut peut-être se mettre plus facilement à la place d'une jeune avec troubles alimentaires. Alors, du coup, Eva est déjà là connectée, donc je ne vais pas vous tenir longtemps. J'avais juste fait un petit retour à la littérature très rapide pour voir, mais tiens, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de transition avec des troubles alimentaires. Alors, j'étais tombée aussi sur quelque chose d'assez intéressant puisqu'on parle de transition, passage pédopsychiatrie, psychiatrie adulte, mais il y a aussi parfois la transition entre hospitalier, résidentiel et centre de jour. Et donc, c'est là que ça devient intéressant puisqu'on voit que les patients qui ont été hospitalisés en résidentiel ont vraiment besoin d'un suivi ambulatoire intensif, au moins pendant 3 mois après la sortie de l'hôpital. Et donc, je pense qu'il y a encore des gens des cabinets ministériaux, mais je pense que c'est très important d'avoir des centres de jour à Bruxelles, notamment pour les troubles alimentaires. Voilà, j'ai fait ma petite publicité. Merci beaucoup. Et à Namur aussi. Voilà, vous voyez, je fais dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, du coup, la transition pour les patients avec troubles alimentaires, combien sont concernés? Donc, vous voyez ici qu'il y a 2 études, même 3, dont les 2 premières sont longitudinales, qui estiment que ça concerne 1/3 des patients adolescents qui présentent un trouble des conduites alimentaires. Ce trouble ayant duré évidemment plusieurs années, plus le trouble alimentaire est long, plus évidemment ces patients auront besoin de soins à l'âge adulte. Alors ensuite, ce qu'on voyait aussi, c'est qu'il y a une étude qui a été faite au Royaume-Uni dans les services adultes qui gèrent les patients en troubles alimentaires, et on voit que 25% d'entre eux étaient passés en pédopsychiatrie auparavant. Alors, cette étude nous montre, elle a trait sur 320 sujets dans les services pédopsychiatriques, toujours des UK, des Royaumes-Unis, et qui nous montre que 15% des adolescents de ceux en tout cas qui ont été étudiés, c'est-à-dire 320 patients, ont nécessité par la suite un suivi en psychiatrie adulte. Mais donc, je trouve du coup qu'on ne fait pas trop mal notre job quand même en pédopsie, Madame Cronenbourg, que je vois là qui est là. Alors, donc ça c'est ce que je viens de vous dire. Les facteurs de risque pour avoir un suivi long cours, c'est évidemment, alors on parle toujours des troubles de conduite alimentaire, mais quand il s'agit d'un diagnostic d'anorexie mentale, évidemment c'est un facteur de risque, un suivi long cours. Plus l'âge est élevé au moment du diagnostic, plus évidemment il y aura un recours au suivi en adulte. Plus le poids est bas aussi, bon, vous allez me dire, c'est des choses assez logiques. Les longues hospitalisations sont souvent un facteur prédictif, les longues hospitalisations en pédopsychiatrie, de nécessiter des soins après à l'âge adulte. Plus il y a de comorbidité, plus c'est grave. Et donc, j'en arrive ici. En Europe, qu'est-ce qui se passe? Au Royaume-Uni, il y a une transition qui est obligatoire et nécessaire à l'âge de 18 ans. Alors, en France, Nathalie Godin nous informe qu'on peut suivre des patients avec troubles alimentaires jusqu'à 23 ans. En Italie, il n'y a pas vraiment de directive spécifique.
Aux Pays-Bas, certains services suivent les ados et les adultes. Et en Allemagne, il y a une flexibilité jusqu'à 21 ans. Les obstacles dans la transition, c'est évidemment, vous savez, les services pédopsychiatriques sont parfois très maternants. Et donc, quand les patients arrivent en psy-adulte, il y a un petit contraste. Il y a une nécessité souvent de changer de psychiatre ou de psychothérapeute. Et ça, c'est souvent vécu de manière problématique, visiblement. Les familles se sentent exclues. Et il y a parfois moins d'expérience chez nos collègues psychiatres adultes dans les troubles alimentaires, en tout cas en psychiatrie générale. Ce qui avait été aussi vu dans une étude faite par Madame Herpetz-Dallmann à Aix-la-Chapelle, c'est que les jeunes en général trouvaient que la transition se faisait mieux quand ils pouvaient eux-mêmes choisir quand ils étaient prêts pour faire le passage. Bon, évidemment, certains restent des adolescents éternels et du coup on se dit qu'on peut très facilement avoir des patients très vieux du coup qui restent entourés par les équipes pédopsychiatriques. Voilà, ça c'était un bref rappel pour vous mettre en jambes, on va dire, pour maintenant céder la parole à Eva Meusby, qui je pense est connectée. Oui, je dois appuyer encore. Ah, voilà. Bonjour Eva. Bonjour, je suis connectée. Alors, Eva est une personne extraordinaire que j'ai pu rencontrer par l'intermédiaire de colloques, de formations. Madame Eva Meusby a une longue expérience en formation. Elle a rencontré des centaines d'adolescents et de familles qui ont eu un parcours dans les troubles alimentaires, notamment de type anorexie mentale. Et donc c'est avec grand bonheur qu'on va l'écouter parler parce qu'elle a aussi une expérience encore plus spécifique puisqu'elle a une jeune de 23 ans qui s'en est tirée, qui s'en est bien sortie actuellement. Merci beaucoup Eva pour ta collaboration, on t'écoute. Merci de m'inviter. Oui, donc je vous parle en tant que parent et je soutiens beaucoup de parents. J'ai écrit un livre, j'ai un site web, je donne des ateliers pour les parents. Donc j'ai toute cette expérience de ce qui est important aux parents. En fait, je ne parle pas aux jeunes parce que je ne suis pas thérapeute, je suis juste un parent. Donc, je vais vous dire ce qui, comme je suis au Royaume-Uni, je vais un peu vous dire ce qui en est, pour vous donner des idées, j'espère. Et d'abord, deux choses. D'abord, je vous remercie pour votre travail, parce qu'en tant que parent, on est incroyablement reconnaissant que des gens comme vous passent du temps à vous former, à nous aider, à être top. C'est un vrai plaisir pour moi. Et je voudrais aussi vous demander de ne pas prendre de photos de moi, de ne pas enregistrer parce que Eva Meusby est un nom de plume et je ne montre pas ma figure sur l'Internet pour respecter la vie privée de ma fille. Donc, d'abord, la transition entre l'hôpital et la maison, très brièvement, pour moi, c'est tout à fait logique que ça ne marche pas toujours très bien et qu'il faut, par exemple, les 3 mois en day center, comme on dit, à la journée. Un modèle qui peut vous aider, c'est que dans le Family-Based Treatment, donc le manuel de traitement au sein de la famille, il y a une phase numéro 2. C'est pas que tout est fini une fois qu'on a été renourri et qu'on a repris son poids. Il y a toute une phase d'autonomie, de normalisation qu'on fait petit à petit. Donc, par exemple, pour ma fille, j'ai dû l'habituer à toutes sortes de nourriture, j'ai dû l'habituer à manger au restaurant. Bon, quand on est en institution, on mange de façon très régimentée. Et donc, il y a tout un travail là où il faut encore qu'il y ait de l'aide. Et les parents ont encore plus d'incertitudes que d'habitude, qu'avant dans cette phase. Donc, on a besoin de vous pour ça. On ne sort pas de l'hôpital ou on ne sort pas d'un traitement juste parce qu'on a repris du poids. Alors, maintenant, je veux vraiment me concentrer sur la transition entre service ado et service adulte. Alors, mon idéal, et on dirait que Marie Delay, tu as mentionné ça pour un des pays, j'ai oublié lequel.
l'idéal pour moi, c'est un service pour tous les âges. Donc, je vous mets ça sur l'écran pour que ce soit vraiment clair. Un service pour tous les âges, ça veut dire que il y aurait une équipe spécialisée en TCA et elle a toutes les méthodes. Les méthodes qui conviennent aux adolescents d'habitude, comme la thérapie familiale à la maison, la CBT, toutes les méthodes. Et alors, peu importe l'âge que la personne a, on lui donne la méthode qui convient. Pour moi, c'est ça qui est important, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup d'aide, même à 40 ans, ils ont besoin que quelqu'un les aide à la maison. Et ça pourrait être leurs parents. Pourquoi pas? Je connais des exemples comme ça, des gens de 40 ans, une qui m'a écrit, qui m'a dit qu'à cause de mon livre, de mon site web, elle a eu l'idée de demander à ses parents de l'aider. Elle a passé quelques mois chez elle. Donc, un service pour tous les âges, ça veut dire qu'il n'y a pas le problème de la transition et il y a vraiment l'expertise qu'on veut pour le genre de présentation qu'on a. Pour moi, ça, c'est idéal et je peux vous dire qu'au Royaume-Uni, il y a quelques services qui font ça. Sinon, la transition est à 16 ans ou plus couramment à 18 ans. Et je suis sur un forum de thérapeutes britanniques et chaque fois que quelqu'un demande « Est-ce que ça marche pour vous, un service comme ça ?» Parce que c'est difficile à organiser de point de vue logistique. La réponse, c'est toujours magnifique. Donc, ça, c'est mon idéal. Maintenant, si pour des raisons administratives, vous ne pouvez pas faire ça, mes conseils suivants, et je vous montre encore une petite image, c'est d'être flexible. Donc, d'après ce que Marie Delay décrivait, ça existe déjà dans certains pays. Qu'on peut être dans le service ado si on a 18 ans et demi, si on a 20 ans, si ça nous permet de rester dans le service qui nous convenait le mieux. Donc pour ma fille, elle a été malade entre l'âge de 10 et 11-12 ans, puis elle a rechuté entre l'âge de 15 à 18, moins sérieux, heureusement. Mais à 17 ans et demi, quand j'ai insisté qu'on ait de l'aide professionnelle, on nous a dit « OK, si ce n'est pas fini et qu'elle a 18 ans et demi, on la garde ». Donc, cette flexibilité est très, très précieuse. Surtout parce que, comme Marie Delay l'a mentionné, si elle avait été brusquement emmenée à un service adulte à l'âge de 18 ans, on aurait perdu toutes nos ressources qui sont qu'on était des parents qui pouvaient vraiment l'aider. Ça aurait été un gaspillage pas possible. Mon conseil suivant, c'est une flexibilité plus. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas faire un service pour tous les âges, mais par exemple, vous avez un bon service adolescent qui vraiment utilise bien la famille, et puis que dans le service adulte, il y a une jeune de 24 ans, par exemple, qui vraiment a une famille qui peut la soutenir, cette jeune personne, vraiment, ça l'intéresse de suivre cette méthode. Est-ce qu'il y a moyen que vous vous organisiez pour que le service adulte envoie cette personne de 24 ans au service adolescent? Et par exemple, je travaille parfois avec l'hôpital universitaire de Genève. Ils sont en train de produire un bon site web pour les parents, encore en pilote, donc ce n'est pas accessible à tout le monde, mais ça le sera. Donc dans un an, vous voyez ce que Genève fait. Je sais qu'à Genève, à 16 ans, c'est un autre service officiellement, mais ils ont des bonnes relations entre les deux services. Donc s'il y a quelqu'un de 16-17 ans qui vraiment bénéficierait d'une méthode basée dans la famille, cette personne est envoyée au service pour les plus jeunes. J'espère que ce genre de flexibilité vous est faisable. Ensuite, mon souhait suivant, c'est que le service adulte, si vraiment il faut un service adulte,
et séparé de tout le reste, qu'il fasse un meilleur usage de la famille. Je vois tant les bénéfices qu'il y a des gens qui aident, que la personne n'est pas oh, il faut prendre responsabilité. Vous êtes adulte, vous avez 22 ans, vous avez 40 ans, il faut s'autonomiser là. Ben non, si la maladie est tellement forte que c'est soit ça, soit à l'hôpital où on vous enlève toute votre autonomie, bien meilleur d'utiliser les soutiens de la famille. Donc, je veux vous mentionner là des ressources parce que le traitement adulte, vraiment, à mon avis, il est en retard. Peut-être que cette image vous dira quelque chose. Il y a un élément où, à certains moments, si notre enfant de n'importe quel âge est au bout du fossé, il faut qu'on descende et qu'on l'aide. Donc, par exemple, on décide qu'est-ce qu'il va manger, de la même façon qu'un hôpital le fait. Et puis, si la personne a un petit peu plus de capacité à s'occuper d'elle-même, quel que soit l'âge, alors c'est plus l'attitude que la famille aide, mais avec un peu plus de collaboration. Allez, viens, on t'aide. Mais ça, c'est vrai pour les adultes aussi, c'est pas juste pour les adolescents. Donc, je vais vous donner une ressource qui est FBT TAY. Si vous voyez sur mon site web, vous verrez un lien, ou si vous avez mon PowerPoint, je vous donne le lien là. Ça, c'est une méthode qui a été développée, une adaptation de FBT, de la méthode familiale, pour Transition Age Youth. Ça, c'est le TAY. C'est donc entre, je crois, 17 et 23 ans. Et encore plus intéressant pour les adultes, il y a une méthode, le livre vient d'être publié, et ça s'appelle une thérapie with support. With support, ça veut dire avec des gens qui peuvent soutenir. Plutôt que la pauvre personne avec un TCA doit s'en sortir toute seule, avec une thérapie une fois par semaine. Ensuite, ce que je veux vous dire, mon autre désir, c'est qu'on traite la confidentialité avec beaucoup plus d'intelligence. Donc, plutôt que d'utiliser la confidentialité pour quelqu'un de 16 ans, 18 ans, etc., comme une barrière, on encourage l'échange avec la famille. Donc, je vous donne un exemple. Je parle à des parents qui me disent non, je ne sais rien de ce qui se passe avec mon enfant, malgré qu'on est en système de thérapie à la maison, parce que les thérapeutes ont dit à mon enfant qui a 16 ans, 17 ans, si tu ne veux pas que tes parents connaissent ton poids, ou que tu vomis, ou que tu mets ton déjeuner à la poubelle à l'école, mais c'est ton droit. Donc, les thérapeutes, en fait, encouragent le secret en disant, si tu ne le veux pas, c'est ton droit. Tandis que d'autres thérapeutes que je connais vraiment encouragent la communication. Et ça, pour moi, c'est à tous les âges, avec les adultes aussi. Donc, il y a des thérapeutes qui disent quelque chose du genre, tu vas bénéficier du soutien de tes parents, ou de ton mari, ou de ton, etc. Alors, j'aimerais que tu me donnes la permission de partager des informations avec eux. Et parfois, c'est un contrat par écrit. Parfois, le thérapeute vraiment travaille de façon assez systématique à avoir ces... Écoute, je sais qu'en ce moment, ça t'inquiète que tes parents sachent ça. Ça sera vraiment utile. Discutons comment on peut les inclure là-dedans. C'est l'opposé de « Oh, mais tu as le droit à la confidentialité ». Et on exclut les gens qui peuvent vraiment, vraiment faire une différence et aider. Donc ça, c'est la confidentialité. Et je finis avec un désir aussi, ça c'est peut-être un petit peu plus organisation politique, qu'il y ait les mêmes standards, les mêmes normes entre les services adolescents et adultes. En ce moment, en tout cas en Grande-Bretagne, les listes d'attente sont bien pires pour les adultes, l'accès aux services, le financement des services, et puis aussi l'optimisme. Il y a parmi les services adolescents en général un bon optimisme,
Oui, oui, vous allez rétablir. On ne reste pas malade avec un TCA pour toute sa vie, on y travaille. Et puis, dès qu'on passe chez les adultes, il y a comme, oh, vous allez devoir peut-être vivre avec ça toute votre vie. Donc, moi, je voudrais les mêmes standards, les mêmes normes, les mêmes ambitions pour tous les âges. Voilà. Et puisque vous m'avez invité en tant que parent et une histoire personnelle, je dois vous dire, ma petite, elle a 23 ans. C'est quand même ma petite, mais elle est complètement indépendante. Elle est rétablie depuis plusieurs années. Donc, en fait, elle n'est jamais transitionnée au service adulte parce qu'elle allait assez bien pour aller à l'UNIF et elle s'est complètement rétablie avec encore un petit peu de temps. Mais si elle allait, je ne crois pas qu'elle va rechuter parce qu'elle est vraiment solide, vraiment, vraiment plein de qualités, d'outils. Mais si ma petite, ma fille de 23 ans rechutait, je serais très, très malheureuse qu'elle aille en service adulte parce que je serais exclue, mon mari serait exclu, et il y aurait ce manque d'optimisme. Il y a peut-être des services adultes qui sont vraiment excellents, donc je ne dois pas trop généraliser de ce qui se passe en Grande-Bretagne, mais ça m'inquiéterait de perdre une ressource très, très utile, parce qu'on a des capacités maintenant pour aider notre fille. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je repasse à Marie Delay et merci pour votre attention. Je vois vos mains qui applaudissent. Merci Eva, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir mis en avant l'importance de la flexibilité et de la participation familiale à travers la transition, mais qui, je pense, peut s'appliquer à d'autres souffrances que les troubles du comportement alimentaire.